Bonjour à tous. Trois invités d'Actu Matin ce matin. Nous allons commencer par présenter Vital Larotondi, président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. Avec lui, nous allons faire un vaste tour d'horizon de l'autorégulation des médias pendant les deux grandes éditions d'élections de 2026. Il nous dira si les médias ont été à la hauteur du grand défi. Le deuxième invité, c'est le professeur Placide Clédio, directeur du Centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture à l'université d'Abomey-Calavi. Cela fait une dizaine d'années que le dit centre a été créé, mais a de faire face à des exigences qui ont plombé un temps soit peu son fonctionnement à un moment donné. Notre invité passera par ici nous dire que tout est entré dans l'ordre et que les activités ont repris ou reprennent officiellement jeudi prochain. Le troisième invité, c'est un acteur du domaine de la santé, Dr Kodjo Dandongo, est coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Avec lui et Esther, on va explorer l'état des lieux de la lutte contre cette maladie endémique et constater comment est-ce que le Bénin s'en sort. Notre débat va porter sur cette position de Boni Yahi par rapport à l'élection au premier tour de Romuald Ouadaï. L'ancien président a publié un test sur sa page Facebook pour féliciter son lointain successeur. On en parle donc dans cette matinale. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour la une des journaux de ce matin. Gilles Badé au sujet du nouvel ordre de préséance. La concentration de légitimité du Sénat justifie la primauté sur l'Assemblée nationale. Arrestation de Camille Seba en Afrique du Sud. Le procureur spécial Mario Meton confirme la préparation d'une demande d'extradition. Et puis vous avez qu'au Bénin, on a une modernisation militaire qui est en cours. Le Bénin qui forme ses premiers sous-officiers opérateurs de drones. Affaire présidence de les démocrates, le procès de nouveau renvoyé au 29 avril prochain. Voici le quotidien le meilleur. Après sa comparution devant la justice sud-africaine hier lundi, Camille Seba a placé sous mandat de dépôt, audience renvoyée au 29 avril prochain. Matin libre, Bénin hors de préséance, ce qui a changé. Le quotidien La Boussole, gouvernance post-présidentielle 2026, le piège de la reconduction des ministres de talon. Décryptage info, élection présidentielle au Bénin, Romia de Wadaïm, bientôt la consécration suprême. Le matinal audience au tribunal de Pretoria, après son interpellation, l'étau se resserre autour de Kemi Seba. Le journal investigateur Tour du Bénin 2026 à Cotonou, un prologue pour lancer la 21e édition. Et puis affaire Kemi Seba, l'intégralité de la déclaration du procureur Mario Metonou. Le journal L'autre vision, arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud. Le Bénin s'apprête à introduire la demande d'extradition. Le journal La Nation, Nation document, restaurer la dignité, stimuler la croissance. Fraternité pour la deuxième lecture, Gilles Badé au sujet du nouvel ordre de préséance. La concentration de légitimité du Sénat justifie sa primauté sur l'Assemblée nationale. Arrestation de Camille Seba en Afrique du Sud. Le procureur spécial Metonou confirme la préparation d'une demande d'extradition. Le Bénéforme, ses premiers sous-officiers opérateurs de drones. C'est une autre actualité à découvrir dans les colonnes du journal. Et puis, le procès de nouveau renvoyé au 29 avril prochain. Il s'agit de procès liés justement à la crise de leadership qui secoue le parti, les démocrates. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce matin. Dans les colonnes de Fraternité, cette analyse du constitutionnaliste Gilles Badé au sujet du nouvel ordre de préséance au Bénin. Patrice Talon a pris un décret, notamment pour redéfinir, je dois dire, les ordres, l'ordre de préséance au Bénin au niveau des institutions.
Et l'homme qui établit que dans d'une autre subtilité du test, la préséance accordée dans certaines circonstances au président des juridictions suprêmes sur les ministres, une disposition qui s'explique par la fonction de contrôle exercée sur ces institutions. Ainsi, la Cour des comptes, par exemple, qui contrôle les finances de l'État, prime sur le ministre en charge des Finances lors des cérémonies. Il en est de même pour la Cour suprême vis-à-vis du ministre de la Justice, une logique limitée au cadre protocolaire sans remettre en cause la séparation des pouvoirs dans le fonctionnement de l'État. A noter donc le professeur Gilles Badé, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Il faut dire qu'il y a une logique de la Chambre haute, en tout cas quand on analyse le repositionnement du Sénat par rapport au Parlement. Pour Gilles Badé, cette nouvelle hiérarchie s'inscrit dans une logique classique des démocraties bicamérales. Le Sénat est la Chambre haute, tandis que l'Assemblée nationale est la Chambre basse. Il est fréquent que le président de la Chambre haute prime sur celui de la Chambre basse, a expliqué l'homme. Mis à part cette distinction, le juriste met en avant le critère de la légitimité électorale cumulée. Le Sénat, récemment institué au Bénin, regroupe en son sein des personnalités ayant déjà exercé de hautes fonctions électives, notamment d'anciens présidents de la République et de l'Assemblée nationale. Cette concentration de légitimité démocratique, même ancienne, l'emporte sur celle du président de l'Assemblée nationale en fonction, a précisé celui qui a été secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de son avis au sujet de ce décret signé par Patrice Talon sur l'ordre de préséance désormais au Bénin, mais toujours dans la colonne de fraternité pour les découvrir justement ce test rendu public tout récemment et qui positionne en première place dans l'ordre de préséance le président de la République en exercice. Juste après, on a le président de la République élu et non encore en fonction. On a le vice-président de la République, grand chancelier des ordres nationaux du Bénin qui vient après. Et puis le vice-président de la République élu et non encore installé. Et c'est alors que vient immédiatement le Sénat, le président du Sénat par exemple, et après le président de l'Assemblée nationale, puis les anciens présidents et vice-présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonction. Acheter fraternité, découvrir le contenu en intégralité du décret. On va passer au bulletin avec Florence Moussa ce matin. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à À tous. la une de cette session de formation, la procédure d'extradition n'est pas encore lancée, contrairement aux rumeurs abondantes en boule sur les réseaux sociaux. Là, je vous parle de la situation concernant Kemi Seba. La demande est en cours de soumission aux autorités judiciaires sud-africaines, a expliqué l'homme que vous avez à l'écran. C'est le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Il était hier face à la presse. Dans les boutiques sous-scellées à Natitengo pour irrégularité et fraude dans l'usage des instruments de mesure non certifiés, fruit d'un coup de filet de l'Agence nationale de la métrologie et de contrôle qualité, grâce à une descente inopinée dans les marchés de la ville, l'opération vise la protection des consommateurs, ont confié ceux qui l'amènent sur place là-bas. Voici le bulletin. Le Bénin le souhaite très bien, sauf que le Bénin n'a pas encore déposé son test. La demande d'extradition de Kemi Seba au Bénin est en cours d'élaboration, nous ont confié les autorités hier. Oui, Tanguy, clarification du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, dans une toute première sortie médiatique sur le sujet hier à Cotonou. Mario Metonou confirme tout de même l'arrestation du ressortissant béninois par la justice à Pretoria pour diverses infractions. Il précise que l'activiste panafricaniste est sous le coup de deux mandats d'arrêt en date de 2025 émis par l'État béninois. Suivez ici un extrait de sa déclaration. Le 13 avril 2026, le nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert, alias Kemi Seba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud,
par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois, irrégulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kapochichi Stelio Gilles Robert. La dite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Je tiens à saluer ici le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé de toute évolution de cette procédure. La 6e édition de l'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové a démarré depuis hier au lycée technique de Kondéou à Cotonou. Plus de 38 000 candidats repartis dans 126 métiers sont évalués simultanément sur l'étendue du territoire national. Particularité de cette année plus inclusive, la participation de personnes détenues et de candidats en situation de handicap. Brice Benaï et Jocelyn Barrick. Le top est donné pour l'examen de certificat de qualification au métier CQM. Pour cette 6e édition, un accent particulier est mis sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et les détenus. Au total, 38 507 candidats composant dans 126 métiers, répartis dans 8 branches, sont soumis aux épreuves théoriques et pratiques jusqu'au samedi 25 avril. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a amorcé depuis octobre 2023 la rénovation du dispositif d'organisation de l'examen du certificat de qualification au métier qui offre aujourd'hui des résultats probants avec l'appui technique de la direction des examens et concours du ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons cette année 2 catégories qui ont été clairement identifiées, les candidats en situation de handicap. Nous avons aussi des candidats issus, présentés par l'Agence pénitentiaire du Bénin, qui sont autour de 157 candidats. C'est aussi une particularité. Devenu un label au fil des années, l'examen du CQM rénové valorise les compétences artisanales avec plus de 200 000 candidats jusqu'à cette édition. Chères candidates, chers candidats, vous incarnez l'avenir des métiers et le savoir-faire béninois. Je vous invite donc à faire preuve de rigueur, de discipline, de méthode et d'excellence. Plus qu'un simple examen,
Le CQM rénové s'affirme comme un instrument au service d'une économie plus inclusive et tournée vers la valorisation du savoir-faire des artisans locaux. La communauté internationale a célébré hier 20 avril la Journée internationale de la langue chinoise, une date qui résonne avec une intensité particulière ici au Bénin et précisément à l'université d'Abomey-Calavi. Entre rigueur de l'apprentissage et échanges culturels, l'Institut Confucius s'est imposé comme un véritable pont d'excellence entre Porto Novo et Pékin. Le reportage que nous propose Ulrich Gaba nous plonge au cœur d'une dynamique sino-béninoise. Suivez. À l'université d'Abomey-Calavi, une porte s'ouvre sur un autre continent. Dans cette salle de deuxième année, la barrière linguistique s'efface. Face à un professeur venu de l'Empire du Milieu, l'échange est vif, presque instinctif. Pour ces jeunes apprenants, le mandarin est devenu le sésame indispensable d'une économie mondiale où la Chine dessine les contours de demain. On remarque aujourd'hui que l'influence de la Chine dans le monde entier, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les échanges, comme que ce soit dans la diplomatie, devient de plus en plus remarquable. Donc en réalité, je me suis dit qu'avec le monopole, si on avait à maîtriser la langue chinoise, ça nous donnera beaucoup d'opportunités sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, étudier d'autres langues, c'est un aspect qui peut vraiment contribuer à votre émergence, que ce soit sur le plan du travail ou des relations, ainsi de suite. Donc, étudier des langues étrangères peut amener beaucoup plus d'opportunités à ces jeunes béninois-là aujourd'hui qui, en dehors du français, n'arrivent pas à parler plus d'autres langues. Donc, par le biais de l'apprentissage du chinois, il peut y avoir plus d'opportunités. Le chemin est exigeant. Entre la rigueur des temps et la complexité des caractères, chaque cours est un défi, mais la passion l'emporte. Le premier jour particulièrement, j'étais très choquée parce que, en fait, quand les professeurs parlaient, j'avais l'impression d'entendre le fond. C'était assez bizarre et je n'arrêtais pas de rire parce que je ne comprenais rien du tout. C'était très, très bizarre. Selon ses expériences en tant qu'enseignant de la langue chinoise, il aimerait quand même dire que le chinois n'est pas une langue si difficile, c'est une langue très facile. Juste à côté, l'atmosphère change. Les débutants de première année s'initient à la calligraphie. Sous l'œil vigilant d'une enseignante attentionnée, les mains s'exercent. Chaque trait est scruté, chaque courbe rectifiée. La précision est de mise. L'aventure a commencé en 2009. En quelques années, l'Institut Confucius s'est imposé comme une référence incontournable à l'université d'Abomey-Calavi avant de s'étendre aux autres centres de formation. On est présent à Cotonou, à Calavi, à Lokossa, à Porto Novo. C'est ainsi qu'au centre, je peux dire à Boycon, on peut nous retrouver dans certaines universités privées. Et on a en fait à l'université de Parakou une classe Confucius et qui se développe. Ils sont nombreux, ces apprenants. La flamme du savoir est entretenue par un corps professoral mixte, symbole vivant de l'amitié sino-béninoise. Aux côtés des experts chinois, d'éminents professeurs béninois assurent une relève de qualité. Leur mérite est régulièrement salué. Le 28 mars 2025, donc, on m'a nommé ambassadeur de la promotion sino-béninoise de la langue chinoise. L'Institut Confucius d'abord est co-dirigé par l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université Dia-Otonta-Assué, qui est l'université mère de l'Institut Confucius au Bénin. Donc, cette université de la Chine envoie les enseignants chinois. Et puis au Bénin, nous avons aussi les enseignants béninois qui ont fait la Chine, qui ont eu leur diplôme en Chine, qui sont formés pour ça. Plus qu'une simple école de langue, l'Institut Confucius est devenu un pont solide entre deux cultures. Des milliers de jeunes béninois y dessinent chaque jour leur futur. L'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité veut mettre terme à l'usage frauduleux des instruments de mesure non certifiés sur l'étendue
du territoire. Une de ces équipes a effectué une descente inopinée dans les marchés de Natitengu. Elle a contrôlé la conformité des balances utilisées par les commerçants dans le but de protéger les consommateurs de toute pratique proscrite. Au terme de cette descente, plusieurs irrégularités ont été détectées des boutiques mises sous scellé. Suivez. Une mission de contrôle de l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité ANM dans plusieurs boutiques spécialisées dans la vente de produits préemballés de la ville de Natitengu. Objectif principal de cette descente, vérifier la conformité des points indiqués sur les emballages avec le contenu réel des produits proposés aux consommateurs. À travers cette opération, l'ANM entend s'assurer du respect des normes en vigueur en matière de métrologie et de protection des consommateurs. L'ANM fait ce contrôle d'habitude dans le cadre de la protection du consommateur. En fait. Vous allez voir que sur le marché, il y a des commerçants qui vendent des sacs de riz non conformes. Donc, c'est dans ce cadre que l'ANM a diligenté une mission pour la surveillance du marché pour pouvoir protéger les consommateurs. Sur le terrain, plusieurs irrégularités ont été détectées par l'équipe de l'ANM. Certains commerçants indélicats utilisent des instruments de mesure non certifiés. D'autres procèdent à des reconditionnements non autorisés. D'autres encore mettent en vente des produits dont les poids relevés ne sont pas conformes à la qualité nominale indiquée. Vous avez constaté avec nous que plusieurs boutiques ont été épinglées dans ce sens parce qu'il y a vraiment la duperie du consommateur. Les sacs ne sont pas conformes et en plus, ils prennent des sacs de riz d'une autre qualité et ils mettent dans des sacs qui ne sont pas de qualité. Donc, le consommateur est dupé sur le poids et sur la qualité. Si c'est comme ça, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi et ils paient des amendes. Au terme de cette opération, plusieurs boutiques de vente de produits préemballés ont été mises sous scellé et les contrevenants convoqués à la direction départementale d'industrie et du commerce à Takora pour s'acquitter de leur amende conformément à la loi. On s'intéresse à présent à la qualité et au prix de la farine de manioc gari dans les marchés, notamment à Dantokpa, à Cotonou. Cette denrée alimentaire, des plus consommée au quotidien par les populations, prend de la valeur de plus en plus comparativement à son coût d'entretemps. On s'interroge aussi au sujet de la provenance des tas de gari sur les étals. Ouliat Sanoussi et Jocelyn Barrique. Ici, au marché d'Antokpa, sont exposés des bassines et sacs de gari, une farine obtenue à base du manioc. Entre étals bien garnis, chaque vendeur défend la qualité de son produit selon qu'il provienne de Savalou, Adja, Ipilé et d'autres localités du Bénin, voire du Togo. Joda yo e non blon lebi, on du lebi. Savalo yon dosi, mouvon bla baran, c'est fini. Ce produit de grande consommation est vendu aussi bien en détail qu'en gros. Mais au-delà de la qualité du gari, c'est également l'évolution du prix qui retient l'attention au niveau des grossistes. Kilo misa 250 000. D'ailleurs 300 000 ça, mais 250 000. Ati bevio d'ailleurs, nous sommes à 40, 35, mais 30. D'ailleurs, nous sommes à 80, 85, mais actuellement, c'est 50. Puis les temps, nous sommes à 4 500. Ça va loin, nous sommes à 3 500. Nous sommes à 3 250. Nous sommes à Tonglo, Anglo, et nous sommes à Haïdé sur les soifis, 4 500. Oh, il y a 9 000. Midwati, on a 32 000, développé, on a 35 000. Le gari, autrefois vendu à 300, 350, 400 voire 500 francs CFA le kilogramme, a actuellement baissé de prix. Une baisse significative que les vendeurs tentent de comprendre.
on a 4500, 5500. Mais pas actuellement 3500, mais le soir ça. Kilo ordinaire 200 oui. Kali ekpogbo bi, eso do kweli dia. Ekpota. Bon, mais sommes en période de l'opon. Voilà. Aujourd'hui, la baisse du prix du gari au marché d'Antokpa est un ouf de soulagement pour les ménages. Mais elle pose en même temps un problème, celui de la mévente et de la stabilité du marché. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci Florence pour la présentation. Très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Dites bonjour. Le classement FIFA Dames actualisé du mois d'avril 2026, c'est désormais qu'on est... Sur ce classement, la Roja espagnole est en tête, il faut le dire, avec l'Angleterre, tout comme l'Allemagne, le Japon dans le top 5. Et au classement mondial, bien entendu, sur ce classement, la meilleure sélection africaine est celle du Nigeria, 10 fois championne d'Afrique, il faut le dire, au niveau des dames, et qui quitte la 37e place pour la 36e place désormais. Pour ce qui concerne le Bénin, les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou gagnent aussi une place au classement FIFA d'avril 2026. De la 139e place, le Bénin passe désormais à la 138e place sur le nouveau classement avec 1066,23 points, ce qui est la résultante d'une trêve internationale à mi-figue mi-raisin. Appelons que les Amazones, il y a quelques jours, ont été battus 1-0 par leurs homologues de la Tunisie avant donc d'arracher une victoire 2-0 face à l'équipe de l'île Comore. Une trêve internationale soldée par une défaite, une victoire, un but encaissé et 2 inscrits. Donc, ce qui permet aux Amazones de monter d'une place désormais de la 139e place. Elles sont désormais 138e au classement en FIFA après donc le classement actualisé de ce mois d'avril 2026. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe au plan national. 24 Béninois, dont 2 dames, ont eu droit à une immersion pratique il y a quelques jours au centre de perfectionnement de football de Ndali. Une immersion qui marque une nouvelle étape dans le cadre de la formation des formateurs d'entraîneurs qui franchit, il faut le dire, lancée le 2 avril 2026. Une immersion qui leur offre un cadre de mise en situation pratique avant leur certification par la Confédération africaine de football. Le Bénin scelle ainsi la structuration de sa chaîne de formation des techniciens sous la houlette de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de football. Sélectionnés sur l'ensemble du territoire national, ces 20 entraîneurs déjà diplômés d'une licence CAF suivent un cursus intensif de 9 mois. L'objectif est d'assurer leur certification par la CAF pour devenir les futurs encadrants des formations licences au plan national. Après donc une première semaine théorique à Porto Novo en début d'année, l'ensemble du groupe a effectué un premier regroupement à Ndali pour donc accompagner l'équipe pédagogique lors de la première licence des CAF de l'année. Pour la deuxième fois, ces futurs formateurs ont été placés en situation pratique réelle. Ils ont conçu, animé et évalué des séances, une phase très importante pour passer de la posture d'entraîneur à celle de formateur d'encadreur. À partir du mois de mai, ces 20 cadres seront évalués et déployés par ailleurs par équipe de 5 sur 4 formations de licence DECAF programmées à travers le pays. Chaque équipe aura donc la responsabilité d'encadrer une session complète et ceci sur tutorat. Cette stratégie vise donc à multiplier les centres de formation et à rapprocher l'offre de formation des ligues régionales. Allez, on va changer de discipline maintenant. Dans quelques jours, le drapeau national va flotter aux côtés de ceux des autres pays du continent en tête togolaise à l'occasion donc du premier championnat africain de beach handball. En prélude donc à cette fête continentale de handball de plage, les sélections béninoises hommes et dames notamment s'activent depuis plusieurs semaines dans le sable marin de Fitrocé à Cotonou. Après 2 différents regroupements, Guépa et Amazon ont amorcé il y a quelques jours la dernière ligne droite de leur préparation, une dernière étape pour peaufiner le travail avant donc de mettre le cap sur Lomé. Sur un groupe de présélectionnés composé de 36 joueurs et joueuses au départ, l'effectif a été progressivement dégraissé et 26 athlètes composent le groupe final. Un dernier stage
d'amélioration des qualités physiques, techniques et tactiques spécifiques sur le beach handball. Pour rappel, cette compétition de handball de plage est prévue pour s'ouvrir dans quelques jours, le 23 avril précisément, et va se tenir jusqu'au 28 avril 2026 dans la capitale togolaise. D'une discipline à une autre, parlons maintenant le langage de sport de combat traditionnel, la lutte. Plus précisément, l'équipe nationale se prépare depuis quelques jours pour les championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique depuis quelques jours. D'ailleurs, à Cotonou, depuis dimanche précisément, ils sont soumis à un travail rigoureux pour bien affiner la préparation prélude donc au rendez-vous continental qui pointe à l'horizon. Je vous propose ici les toutes premières images du stage de la sélection. Sous les pylônes d'Agla à Cotonou, les lutteurs et lutteuses béninoises affûtent leurs armes pour le rendez-vous continental. Au détour d'un après-midi plutôt calme ce lundi, deuxième jour du stage, l'équipe amorce une nouvelle étape de la préparation. Le programme du jour est structuré en deux grandes étapes. Travailler le cardio et mettre un accent particulier sur l'amélioration des stratégies de combat dans les conditions de lutte de plage. Je change, je prends contrôle, extérieur, je pars, je change. Durant plusieurs heures intenses de travail, la demi-douzaine d'athlètes présents est soumise à plusieurs exercices spécifiques axés sur la puissance explosive, l'équilibre dans le sable et des projections rapides. Un mélange de préparation physique générale et spécifique sous la houlette de la direction technique nationale. On aura plus de séances en lutte de plage qu'en lutte olympique. La lutte olympique, on sait que c'est une lutte vraiment moderne, mais celle-ci, elle est proche de la réalité, de notre réalité de lutte africaine. Et comme ces poulains sont moulés déjà dans la lutte africaine, pour maximiser la chance de revenir au pays avec des médailles, il faut plus de séances, de recadrage au niveau de cette lutte par rapport à la lutte olympique. À quelques jours de l'expédition égyptienne, aucun détail n'est négligeable. Chacun d'eux est soumis à des combats de préparation contre différents adversaires. Un exercice qui permet à l'encadrement technique d'observer les athlètes sur la mise en pratique des techniques clés dans la projection, la poussée hors du sec, la prise et le contrôle au sol. Ok, fais la rotation, bloque la jolie. Ok, c'est ça, cadette. Faut pousser, tu tires, tu pousses. Les aspects qui vont leur permettre de pouvoir avoir rapidement des points, parce que déjà à 3 points, ils ont déjà gagné le combat. Donc du coup, on a travaillé sur la sortie. Je veux sortir l'adversaire. Alors comment je dois faire pour pouvoir réussir la sortie? Ou carrément, si je suis en position défavorable, c'est-à-dire si c'est moi que l'adversaire veut faire sortir, quelles sont les stratégies que moi je vais utiliser pour pouvoir renverser la tendance? Nous allons continuer toujours dans la même dynamique. Avec un groupe presque au complet, le travail se poursuit dans une atmosphère rigoureuse. Des séances spécifiques sur la lutte olympique ne seront pas du reste. Un plan de travail bien élaboré en vue de permettre aux athlètes d'être suffisamment préparés pour le challenge continental. Médaille de bronze lors de la précédente édition, le Bénin vise cette année la première marche du podium des championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique. Sept lutteurs sont sélectionnés pour préparer donc ces championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique qui vont se dérouler à Alexandrie en terre égyptienne. Nous sommes mardi et comme sur chaque deuxième numéro de l'actualité des sports sur la matinale, vous aurez encore ce matin le magazine de la semaine. Celui-ci porte sur les arts martiaux chinois. Tenez-vous tranquille. Vous allez découvrir le parcours de l'ambassadeur de la promotion sino-béninoise de Wushu au Bénin. Entre le souffle de l'Aube à Cotonou et les hauteurs sacrées du temple Shaolin, un homme a tracé un chemin hors pair, celui de la discipline et de l'excellence. Champion, ambassadeur et trait d'union entre deux cultures, il faut le dire. Nous vous amenons ce matin à la découverte de Fabrice Nunofina, un homme au parcours atypique au cœur du Wushu où l'effort devient un langage universel. Ulrich Gaba. Dans le silence de l'aube, un souffle précis, puissant. Ici à Cotonou, l'esprit des Monsongshan a trouvé une terre d'accueil. Fabrice Nunofina ne pratique pas seulement un sport, il sculpte une discipline millénaire.
Multiple médaillé, champion incontesté au plan national et dans le monde, ce jeune athlète de haut niveau est devenu en quelques années le visage du wushu béninois. Un palmarès qui force l'admiration, fruit d'un destin forgé dans l'acier de la volonté. Ce qui m'a intéressé chez Maître Fabrice, c'est qu'il est polyvalent. Il est dans tout, quelle que soit la branche de wushu sur laquelle vous l'amenez, il répond toujours. Et c'est également lui qui est l'encadreur national pour l'équipe nationale de la Fédération béninoise de wushu. Il avait environ 7 ans, 8 ans dans le temps. Donc il allait à l'entraînement avec nous. Il s'entraînait sans cesse. C'était sa passion en fait. Mais pour atteindre les sommets, il a fallu traverser les épreuves. Le chemin de la maîtrise l'a conduit là où peu d'élus posent le pied, le mythique temple Shaolin en Chine. Une immersion totale, une quête spirituelle et physique au cœur des racines martiales. Aujourd'hui, Fabrice est plus qu'un compétiteur. Il est l'ambassadeur Shaolin au Bénin. Un pont vivant entre deux cultures, une passerelle de soie et de force entre Cotonou et Pékin. Cette médaille d'or, c'est une médaille du championnat du monde dénommé Shaolin Games, World Shaolin Games. C'est une médaille que j'ai décrochée en Chine, précisément au temple Shaolin en 2024. Et ce trophée, c'est un trophée de meilleur, d'excellence, que voilà, c'est écrit Shaolin Games, que j'ai décroché également au championnat du monde de Shaolin. Donc ceci, c'est une distinction du père spirituel de Shaolin pour mon enseignement du Wushu Shaolin pendant 10 ans et plus. Donc j'ai été honoré par le père spirituel, c'est-à-dire le Fanjian, celui qui coiffe le monastère de Shaolin. Plusieurs fois distingué, il est désormais une légende vivante du sport martial. Une fierté nationale qui inspire toute une génération. C'est quelle médaille ça? Médaille d'or. Waouh! Ah, c'est la médaille d'or. Comment tu as su? Comment tu sais que c'est la médaille d'or? Tu as dit ça seulement. Oui, j'ai fait magie pour que tu as magie. Au début, je me disais, mais c'est quel amour il a comme ça pour le truc. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais avec le temps, et je l'examinais, je me faisais... J'ai fini par comprendre que c'est sa passion. Et il aime le truc, donc c'est dans son sang, quoi. C'est toute sa vie. Et c'est un champion. C'est un champion à moi. C'est notre champion. Dans le cercle fermé des plus gradés du wushu au monde, il n'oublie jamais d'où il vient. Avec ses frères d'âmes, chaque séance est une leçon de fraternité. Ici, on ne prépare pas seulement des combats, on forge des caractères. 至2016年，曾担任贝宁中国文化中心的武术教练。首先，祝贺法布瑞斯成为贝宁武术推广大使。得知这个消息后我非常高兴。自离开贝宁后，我始终关注着贝宁学生们的习武生活。法布瑞斯是一位天资聪慧、尊师重道的中国武术文化钟爱者。从他身上可以看到贝宁人民吃苦耐劳、勇于进取、追求卓越的意志品质。Cette promotion permettra à M. Onundo Foudin, Fabrice Kodjo, de renforcer dans le domaine des échanges culturels et surtout dans le domaine du wushu les relations sino-béninoises. Fabrice Nodofine est la preuve que le sport ignore les distances. Entre le Bénin et la Chine, il a tracé une voie royale. Un athlète d'exception, un diplomate de l'effort,
pour qui le wushu n'est plus une simple discipline. C'est un langage universel de paix et de dépassement. Voilà Tanguy, le plat qu'on a servi à nos téléspectateurs ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour la page des sports. Très bonne journée à vous. Merci, à demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici mon tout premier invité. Mon premier invité, c'est le professeur Placide. L'utilisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Clédio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons évoquer l'avenir du centre que vous dirigez qui annonce de nouvelles couleurs dès jeudi prochain. Merci d'être venu sur mon plateau ce matin. Ce centre est créé depuis une dizaine d'années, hein? Oui. Mais dernièrement, il est tombé un peu comme dans l'oubli. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Non, si c'est tombé en réalité, c'est un temps de latence qu'on a observé parce qu'il y a une intervention de la société de gestion des déchets qui vient ramasser en fait ce que nous utilisons comme matière première pour pouvoir travailler. Mais ça n'a pas duré parce qu'on s'est entendu pour que nous puissions reprendre les activités. Et c'est pourquoi nous voulons profiter de l'occasion pour que les 23 et 24, nous puissions faire la journée porte ouverte et expliquer au public vraiment notre mission, nos objectifs et nos activités que nous menons au centre. Oui, mais si vous aviez été un peu embêté par les actions et les activités de la SGDS, qu'est-ce que vous avez eu comme accord ou comme promesse pour pouvoir reprendre et vous assurer que cette fois-ci, vous reprenez pour de bon? Les 23 et 24, les journées portes ouvertes là sont même sponsorisées par la SGDS même. Ah oui, carrément. Bien sûr. Donc ça fait que nous avons espoir et ça nous permet de collaborer. On a fait une séance en fait pour voir dans quelle mesure nous allons travailler parce que la SGDS, je vais dire d'abord que nous sommes à plus de 7 tonnes par jour de déchets. Sur le campus. Sur le campus. Ça, c'est les données. De vieilles données. Vieilles données. Actuellement, on serait à 10 tonnes par jour de déchets. La SGDS ramasse ce qu'elle peut, mais au niveau des grands axes, dans les recoins et autres, il y a toujours des déchets. C'est ce que nous voulons de façon complémentaire maintenant travailler avec la SGDS sur le campus pour pouvoir gérer le problème de ramassage des déchets et l'assainissement. Avant cette pause contrainte, quel est le bilan qu'on peut dresser du Centre Valdera depuis sa naissance? Bon, sa naissance, ça a commencé en 2012 en fait, oui. Mais c'est en 2014 que les tests l'ont officiellement reconnus. Et on a commencé avec le ministre Abiola, ça a été renforcé et concrétisé par le recteur Saint-Saint. Et comme bilan, c'est que réellement le Centre Valdera a permis quand même d'avoir la quantité de déchets produits par jour sur le campus et les modalités de leur élimination. Le centre a permis de reconnaître que nous puissions vraiment, à partir de ces déchets-là, avoir des sous-produits qu'on peut valoriser, comme les pavés, comme le biogaz et comme le compost. Donc, ces éléments, on a commencé par les réaliser et ça n'a pas, le temps de latence n'a pas empêché la poursuite des activités maintenant où les 23 et 24 avril, vous aurez la possibilité d'acheter directement le gaz. On a conçu des sacs de 1 mètre cube pour pouvoir mettre les gaz dedans et vous pouvez l'acheter et aller l'utiliser à la maison. Il y a le compost qui serait estampillé vraiment Centre Valdera. Université d'Abomey-Calavi, Centre Valdera, parce que le centre dépend directement de l'Université d'Abomey-Calavi. Et troisième élément, vous aurez la possibilité de prendre aussi ce qu'on appelle le gasoil. Le gasoil, c'est les biocarburants que nous fabriquons à partir des déchets, les plastiques, les sachets. Oui. Voilà, donc on fait ce qu'on appelle la pyrolyse pour pouvoir réaliser cela. Donc, vous aurez la possibilité,
bon, je ne veux pas dire qu'on va acheter le gasoil parce que la production ne sera pas en quantité pour pouvoir vendre, mais on va montrer au public quand même que nous avons la possibilité de produire ces éléments. Donc voilà autant d'éléments que nous faisons. Et le centre a permis de révéler un peu comment nous pouvons appliquer l'interdiction des sachets plastiques au Bénin. On l'a fait avant que le gouvernement actuel ne puisse. Oui, le campus avait pris une décision d'interdiction d'utilisation. Ce n'est pas facile. Donc, espace, on va jouer un grand rôle dans la sensibilisation. Parce que ce n'est pas du tout facile. Lorsqu'on avait interdit avant le gouvernement actuel, c'est lorsque le bon dame vous voit, on dit que est Jahwe. Donc, on peut cacher les sachets, mais dès que tu disparais, ça réapparaît. Donc, c'est une lutte qu'on est en train de mener. Oui, mais sur le plan, mettons, académique et de la recherche, le centre a aussi contribué, ma foi, à la formation de beaucoup de jeunes. D'ailleurs, même au plan, je dois dire, de l'emploi des jeunes aussi, des jeunes qui se sont installés. Oui, justement. Le centre a commencé par former. L'objectif, ce n'est pas seulement de produire les sous-produits de choses-là, mais c'est le volet formation. Et ce volet a pris vraiment de l'ampleur où il y a le CIFRED, IGAT, il y a pas mal de structures qui envoient les étudiants là pour faire leur stage pratique dans leur cursus de LMD. En fait, pour avoir la licence, il faut un stage pratique. Donc c'est là, ils viennent pour faire la pratique. Seulement, pour les 23 et 24, on a invité maintenant les premiers éléments qui ont quitté le centre Bandera. On a fait une démonstration de recherche en démontrant que ceux qui ont quitté et qui se sont installés eux-mêmes sur leur propre compte, je les ai invités maintenant à venir exposer leurs produits aussi. Donc non seulement le centre continue de travailler, mais ceux que le centre a formés se sont installés sur leur propre compte. Et c'est une démonstration pour dire que les recherches que nous faisons, ce n'est pas seulement de la théorie, mais ils peuvent vraiment vivre de ces recherches-là. Donc, il y a Biogaz Bénin, c'est Enoch Nyanga, il s'est installé et c'est vraiment, il a fait une bonne promotion vraiment de la production de biogaz. Et c'est lui, sur le plan national, qui essaie de construire les biodigesteurs dans la maison. Donc, ce qu'on aura aussi le jour-là, c'est qu'ils auront la possibilité de commander les biodigesteurs qu'on peut les installer directement dans les maisons. Il y a aussi Servaï Madoché aussi. Il est actuellement, il vit bien à partir des déchets. Il fait aussi le biogaz et autres. Donc, nous avons eu l'occasion d'installer aussi le centre à l'université de Parakou. C'est le recteur de Parakou qui en a demandé. Et nous allons aider. Et ils sont allés au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, on les a invités aussi. Tous seront là. C'est une démonstration pour dire, bon, ceux qui ont commencé par se faire former au niveau du centre aujourd'hui, se sont installés et vivent de cette formation-là. Donc, la recherche continue, la formation continue. Et c'est à travers la recherche, la formation, la sensibilisation que nous allons aider la SGDS à mieux contrôler l'assainissement au niveau du campus. Revenons à votre volet mettons transformation. Vous dites que vous relancez les activités jeudi et vendredi prochain. La SGDS avec qui vous êtes entendu vous a certainement laissé une place pour la gestion des déchets. Est-ce qu'il y a suffisamment de matière aujourd'hui pour tenir votre rythme normal de transformation des déchets? Oui, nous allons revenir à la normale. La normale, c'est quoi? C'est que lorsque nous prenons les déchets, nous allons enlever les sous-produits. Et lorsqu'on enlève les sous-produits pour la transformation, pour la valorisation, il reste ce qu'on appelle les déchets ultimes. Ces déchets où on ne peut plus vraiment transformer. Oui. C'est ça que la SGDS va déplacer maintenant pour amener au centre d'enfouissement sanitaire. La complémentarité. Et vous allez rouvrir donc à partir du jeudi prochain. Comment cela va se passer? Oui, évidemment, il y a l'équipe rectorale qui va passer le jeudi. Et nous allons expliquer ce que nous faisons directement et leur donner la possibilité d'achat des sous-produits qui sont là. Les sous-produits, le premier produit que nous vendons là maintenant, c'est le compost qui est fait dans des sacs avec le logo de l'université et le logo du centre Valdera. Le gaz aussi, les sacs sont là, ils peuvent acheter directement. Seulement, il y a un petit appareil qu'on a commandé, ce n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'avant le jeudi, ça va venir. C'est les suppresseurs
pour envoyer le gaz vers les gazinières. En fait, ce que nous utilisons à la maison, c'est sous pression. C'est pourquoi il y a des fois ça éclate. Maintenant, au niveau du biogaz, il n'y a pas ce risque en réalité. Le gaz est récupéré directement dans des sacs. Maintenant, pour passer du sac vers la gazinière, la pression n'est pas forte. Donc, nous mettons un suppresseur là-dessus et ça envoie. Mais quelle est la sécurité que nous garantissent ces sacs-là, justement, pour conserver? C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça ne peut pas s'éclater. Ah oui? On n'a pas compressé le gaz à l'intérieur, comme dans les bonbonnes. Dans les bonbonnes. Donc, le gaz est récupéré facilement. Seulement pour pouvoir pour l'envoyer vers la gazinière, la pression n'est pas forte. Donc, il faut l'élever avec le suppresseur. Avec le suppresseur. Donc, est-ce que... Oui, allez-y. Il y a la possibilité vraiment de construire les biodigesteurs dans la maison. Il suffit qu'ils fassent la commande. Et nous utilisons les faux septiques habituels que vous avez à la maison, qu'on va les transformer. Bon, la technique est là. On va les transformer pour que ce que vous utilisez naturellement peut vous servir maintenant à préparer. À faire du gaz et à préparer avec au niveau de votre cuisine. C'est ça. Vous offrez la formation. Est-ce que la formation est ouverte aux personnes étrangères du campus? Oui, ce n'est pas seulement pour les étudiants. Actuellement, c'est vraiment ouvert et on va faire une formation diplômante et non diplômante en même temps. Des attestations que nous allons délivrer. Mais ils auront la possibilité de faire de 3 à 6 mois de formation pour pouvoir mieux maîtriser. Et la différence qu'il y a avec le centre Songhai, les appareils que nous utilisons sont accessibles. Ce ne sont pas de gros appareils où, lorsqu'ils finissent la formation, ils ne peuvent pas avoir difficulté à acquérir Et c'est pourquoi ceux qui sont sortis du centre se sont installés et ils vivent vraiment de leur formation. Et vous allez réanimer tous les ateliers qui existaient? Oui, tous les ateliers, c'est seulement au niveau de carton que nous allons voir avec l'université de Parakou. Quels sont les gros défis aujourd'hui, professeur, de ce centre? Le centre avait pour objectif, dès qu'on a commencé l'expérience au campus, on voulait élargir dans les 77 communes. Et on a commencé avec 6 communes. C'est Mepodi, Dogbo. Dogbo, ils ont formé l'association de communes et on travaille avec eux. Nous formons les éboueurs pour eux, pour mieux travailler sur le terrain. Vous allez voir que les éboueurs, même si on les achète, les épis, les tubes de protection autres, là, ils ne les utilisent pas. Certains disent, bon, ça les étouffe, ils sont mal à l'aise dedans, ils ne sont pas agiles. Notre rôle, c'est de les aider à vraiment l'utiliser. Et sur le plan de la formation, moi j'ai formé une vingtaine de docteurs en 12 ans, 14 ans comme ça de ma carrière. Et ces docteurs, je les ai mis sur des thèmes spécifiques et c'est de façon complémentaire. Et on est en train de faire les soutenances maintenant. La dernière soutenance serait sur l'état de santé de ces éboueurs. Donc, ce n'est pas seulement ramasser les ordures, mais c'est tout un travail de recherche qui suit ce que nous faisons. Passons un mot pour finir. Vraiment, c'est inviter le public à venir découvrir le centre Valdera et tous les produits que nous faisons et vous allez voir la recherche appliquée. Merci beaucoup à vous, professeur. Je rappelle que vous êtes directeur du centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture à l'université d'Abomey-Calavi. Le centre qui relance ses activités à partir du jeudi prochain, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. Possible. Tous les ateliers seront donc ouverts et les services aussi proposés par justement le centre seront accessibles à l'occasion. Professeur, merci et très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin à la page santé, on va parler de paludisme et de son état actuellement au Bénin. Les structures affectées justement à la lutte s'y investissent sérieusement. Alors, où est-ce qu'on en est? On va en parler avec notamment Esther Tofa qui a invité quelqu'un parmi vous. Voici la page santé de ce matin.
Tetofa, bonjour. Bonjour Tanguy. Au Bénin, le paludisme reste l'une des premières causes de consultation et d'hospitalisation. Ainsi, peut-être même, il n'est pas parmi les principales causes de décès aussi, notamment chez les enfants et les femmes enceintes, malgré les efforts conjoints de l'État et de ses partenaires. Eh bien, la maladie endémique continue de peser sur le système de santé. Où est-ce qu'on en est par rapport justement à la lutte contre cette maladie-là? Quels sont les résultats et surtout les gros défis qui attendent ces questions que vous alliez évoquer avec votre invité ce matin? Je rappelle que c'est Dr Kodjo Dandongo, qui est coordonnateur national du programme national de lutte contre le paludisme. Dr Dandongo, bonjour. Bonjour, monsieur le Merci journaliste. d'être venu sur mon plateau. Esther, on parle paludisme donc ce matin. Exactement. Nous célébrons le 25 avril prochain, c'est-à-dire samedi, si je ne me trompe, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Donc, il est normal que nous en parlons. Aujourd'hui, professeur, bonjour. Docteur, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, madame la journaliste. Alors, le paludisme, c'est la maladie de l'Africain, comme on le dit souvent, et ça attaque plus les enfants et les femmes enceintes. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de cette maladie au Bénin? Merci, madame la journaliste. On ne le dira jamais assez, le paludisme reste un problème de santé publique à travers le monde. Oui. Le dernier rapport de l'OMS sur cette maladie témoigne à suffisance à travers le monde. Plus de 282 millions de cas estimés sont enregistrés en 2024. Oui. C'est le rapport de 2025, mais qui fait l'état de 2024. Avec à peu près 610 000 décès. Dans 80 pays. Et malheureusement, comme vous venez de le dire, la sous-région Afrique de l'OMS concentre la plus grosse part de cette maladie. À peu près 94% des cas et 95% des décès. Et malheureusement, les enfants de moins de 5 ans payent le plus lourd tribut. Alors, ces dernières années, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'évolution du paludisme au Bénin et de la lutte qui se fait surtout? Avant de venir au Bénin, j'aime bien parler un peu de l'environnement sous-régional et mondial. Il faut dire que globalement, de grands progrès sont réalisés. Et en témoigne le nombre sans cesse croissant des pays exempts de paludisme, déclarés exempts de paludisme. Oui. Aussi, le nombre de pays qui enregistrent moins de 10 cas, moins de 100 cas, moins de 1000 cas, moins de 10 000 cas par an ne cesse d'augmenter. Et le Bénin aussi fait son bonhomme de chemin. Quand on prend le dernier rapport de l'OMS, le Bénin, par rapport au nombre de cas enregistrés sur la même période, occupe la 18e place, par rapport, non, 17e place par rapport au nombre de cas. Ça fait un gain de 2 pas par rapport au rapport précédent. Et la 19e place par rapport au nombre de décès, ça fait un gain de 1 point. Ça veut dire que chaque année, il y a un petit pas qui est fait. Et lorsqu'on prend les données statistiques à l'intérieur du pays, on se rend compte que de 2022 à 2025, nous avons réduit l'incidence et la mortalité d'à peu près 40%. Alors aujourd'hui au Bénin, quelles sont les zones qui continuent de résister à cette maladie? On ne parlera pas de résistance, mais nous sommes dans une région où les conditions climatiques favorisent la prolifération du moustique et donc la transmission de la maladie. La transmission, elle est quasiment pérenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de période au cours de l'année où on enregistre des cas. C'est vrai que lorsque les grosses pluies commencent, le nombre de cas augmente. Et donc, cela voudra dire que dans toutes les régions du pays, on enregistre des cas de paludisme.
et quasiment durant toute l'année. Alors, l'année dernière, nous avons connu l'introduction du vaccin contre le paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans. Si on fait le bilan jusqu'à ce jour, est-ce que cela a donné des résultats efficients? Oui, par rapport à la vaccination, ça constitue un nouveau moyen que l'OMS a introduit dans l'arsenal qui est mis en place pour lutter contre le paludisme. Le Bénin a introduit le vaccin en 2024, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Donc, nous sommes pratiquement à 2 ans. 2 ans, oui. À 2 ans, le bilan qu'on peut faire, le Bénin couvre aujourd'hui 16 zones sanitaires sur les 34 que compte le pays. Les 16 zones sanitaires regroupent à peu près 38 communes et sont réparties dans 8 départements. Le point de l'année 2025 montre qu'un nombre impressionnant d'enfants a été vacciné, aussi bien pour la première dose, la seconde dose, que pour la troisième dose. Si vous voulez, je peux avancer quelques chiffres. Quelques chiffres. À peu près 180 000 enfants sont vaccinés pour la première dose. Et pour la deuxième dose, à peu près 150 000. Pour la troisième dose, nous sommes à peu près 120 000. Et pour la quatrième dose, nous sommes à peu près à 22 000. Cela voudra dire que la vaccination est quand même acceptée et est pratiquée. Actuellement, les diligences sont en cours pour que les autres zones sanitaires du pays soient entièrement couvertes. D'accord. Alors, le thème de cette année, c'est mettre fin au paludisme. Et l'objectif de l'OMS d'ici 2030, c'est d'éradiquer complètement le paludisme. Qu'est-ce qui est fait au Bénin? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour atteindre cet objectif? Merci, Madame la journaliste. Cette année, le thème retenu par l'OMS, je vais le citer, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est, je cite, « Mettre fin au paludisme, maintenant c'est possible, agissons maintenant ». Et le Bénin est déjà dans cette optique depuis plusieurs années. Et son dernier plan national, son plan stratégique national intégré, qui couvre la période 2024-2030, est orienté dans ce sens. Et pour y arriver, les outils recommandés par l'OMS sont implémentés également au Bénin. Quand je dis outils, ces outils couvrent plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'axe de la prévention. Par rapport à la prévention, l'un des moyens que nous utilisons et que vous connaissez, c'est la distribution de moustiquaires imprégnés. La distribution de moustiquaires imprégnés au Bénin se fait dans la routine comme en campagne. Dans la routine, toutes les femmes enceintes qui fréquentent nos formations sanitaires, normalement, dès le premier contact, reçoivent systématiquement une moustiquaire. On ne veut pas savoir si elle en a à la maison ou elle n'en a pas. C'est pour la protéger et protéger son bébé contre le paludisme durant toute la grossesse. L'enfant qui a fait sa vaccination du 9e mois reçoit systématiquement une moustiquaire. Et tous les 3 ans, depuis plus d'une dizaine d'années, l'État béninois s'engage et tient sa promesse d'organiser les campagnes de distribution gratuite aux ménages. Et l'édition 2026 a été lancée tout récemment, le 8 avril 2026 à Ouida. D'accord. Quel message de sensibilisation avez-vous à l'occasion de cette journée qui sera bientôt célébrée pour rappeler aux Béninois les attitudes et comportements à adopter pour éviter au maximum d'attraper le paludisme? Avant de donner ce message, je voudrais quand même passer en revue aussi d'autres mesures que nous mettons en œuvre conformément aux orientations de l'OMS. En dehors des moustiquaires, nous avons parlé tout à l'heure de la vaccination. Il y a aussi d'autres mesures de prévention chimique que nous utilisons chez la femme enceinte
qui, lors des consultations prénatales, reçoit une dose de sulfate d'oxyne-pyrimétamine que nous appelons communément SP. Cette chimioprévention se fait également chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Il y a la chimioprévention du paludisme saisonnier que nous appelons CPS et qui couvre les 5 départements du Nord à date. Il y a aussi la chimioprévention du paludisme pérenne que nous mettons en œuvre dans 3 départements du pays. En dehors de ça, il y a également tout ce qui touche à l'assainissement du cadre de vie. Et là-dessus, vous savez avec moi que le gouvernement du président Patrice Talon accorde un point particulier, par exemple, à l'asphaltage, qui participe énormément à l'assainissement du cadre de vie et donc, de façon inexorable, a un impact fort sur la prévention du paludisme. Mais aussi, lorsque les gens tombent quand même malades et vont dans les formations sanitaires, la prise en charge du paludisme se fait. Et vous savez également que pour diagnostiquer le paludisme dans les formations sanitaires, on n'a pas besoin d'argent. On fait le test de diagnostic rapide et, selon les résultats, on oriente le traitement. Il y a beaucoup d'autres mesures que nous ne pourrons certainement pas énumérer ici. Alors, beaucoup de choses sont faites. Alors, votre message pour finir? Mon message à l'endroit de la population, mais également à l'endroit des techniciens de la santé et des leaders d'opinion et religieux, c'est d'abord l'engagement de nous tous. L'engagement de nous tous à respecter les mesures qui sont préconisées par l'OMS et que le Bénin essaye d'implémenter. Tout simplement. Merci beaucoup à vous, Dr Kojo Dandongo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Bénin et nous venons de parler de l'état des lieux de la maladie au Bénin à l'occasion de la célébration le 25 prochain de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Merci à vous. Merci, Madame la journaliste. Et à mon tour de vous dire merci. Chère Esther Toffa, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, on aura, avant mon troisième invité, on aura maintenant le débat d'aujourd'hui qui va porter sur le message de Boni Yayi à l'occasion donc de l'élection de Romuald Wadaing. Il a laissé un message sur sa page Facebook pour parler de félicitations paternelle, qu'est-ce qu'il faut y comprendre. En tout cas, on fait le décryptage tout à l'heure. Mais avant, voici Ulrich Vital Arotonzi, mon deuxième invité ce matin. Ulrich Vital Arotonzi, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Monsieur Arotonzi, bonjour. Bonjour, cher ami, cher confrère. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons évaluer un peu la contribution des médias du Bénin au bon déroulement des différentes élections depuis janvier dernier. C'était un gros défi, faut-il dire, la couverture des élections générales, puisque c'était une bonne première au Bénin. On a eu des communales et législatives en janvier, puis la présidentielle il y a une semaine en tant qu'institution d'autorégulation. Alors dites-nous comment appréciez-vous le comportement des médias pendant ces deux épreuves entre griffes électorales? Oui, merci beaucoup, chers confrères. Il faut commencer à féliciter les journalistes béninois de façon générale parce qu'il y en a de grande qualité qui ont travaillé avec beaucoup de conscience. Il faut dire que nous avons largement préparé ces épreuves, si on peut le dire ainsi, pour que la presse soit à la hauteur de ces enjeux-là. Qu'il vous souvienne que l'Observatoire a commencé beaucoup plus tôt par la révision du code de déontologie. Donc, nous avons annoncé qu'il fallait donc mettre en rang tout ce qui peut apporter de la qualité à notre profession. Et donc, nous avons pu toiletter. Et surtout, nous avons intégré les aspects de la gestion du numérique en termes d'autorégulation. Ce qui fait que nous avons donc pu mobiliser toutes les composantes de la presse en termes de préparation, en termes de formation et en termes de sensibilisation pour maintenir une certaine cohésion sociale. Il ne faudra jamais que la presse soit donc cette poudrière qui
qui apporte le feu à la nation. Et donc, nous avons travaillé sur l'importance de mettre en place une cohésion sociale à travers une diffusion responsable, une production responsable de contenu. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense qu'à l'arrivée, on peut se réjouir que la presse, quand même, dans sa grande majorité, même s'il y a des brebis galeuses par moment, la presse, dans sa grande majorité, a joué un rôle clé. Et c'est le lieu de rappeler l'importance, justement, des médias dans un développement démocratique. Vous voyez comment est-ce qu'à chaque niveau d'information, même avec la régulation, comment est-ce que la presse a diffusé les messages clés des candidats. La presse a participé largement à informer le public en français et en langue, il ne faut pas oublier. Et donc, les locuteurs également ont largement travaillé à travers les radios communautaires, les radios privées, etc. Donc, la presse, je pense, était au rendez-vous. Voilà. À la veille des communales et municipales, votre organe a fait une sortie pour appeler les médias à jouer de façon responsable leur rôle. Et vous les avez vus un peu à l'œuvre. Avez-vous vraiment l'impression qu'ils vous ont écouté à l'occasion des élections de janvier, vraiment? Oui, je pense quand même que la presse a écouté l'Observatoire et c'est le lieu de saluer cette presse qui est toujours au rendez-vous des grands enjeux. De façon, déjà, prenez votre cas, prenez Actu Matin, prenez Canal 3, prenez la SRTB, prenez donc les grands médias, vous allez voir que les journalistes ont eu le temps donc de travailler de façon professionnelle à rendre compte. Il est évident qu'il reste des choses à parfaire. Il est évident que nous n'avons pas eu, dans le développement donc, de la production, nous n'avons pas eu de grands débats sur les questions de fond qui concernent vraiment les populations. On a vu la presse s'attarder sur des petits conflits, alors que les questions liées aux ODD, par exemple, pouvaient être abordées de façon approfondie. La question de l'accès à l'eau, la question de l'éducation dans sa profondeur, la question de l'environnement, la question de la santé. Donc, je pense que ces débats, ces plateaux ont vraiment manqué de profondeur. Oui, mais il y a eu un exercice que la RAC a obligé les différents candidats à faire, que ce soit en janvier ou que ce soit en avril, et les médias en relais. Ça a été quand même une petite réponse, non? Oui, c'est encore là juste un relais. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, la presse a relayé de façon admirable ces informations, mais on n'a pas eu, par exemple, des experts pour confronter ces propositions, pour dire, bon, oui, vous proposez ceci, dans la réalité, voilà là où nous en sommes, un état des lieux qui, vraiment, des suppléments, en fait, d'informations qui devraient permettre à la population d'avoir une idée claire de notre processus de développement. Donc, je pense que c'est vers ces aspects-là, maintenant, que l'autorégulation appelle les journalistes à creuser les sujets, à aller dans le fond. Sortons des débats de personnes, des débats de Patrice Talon, de Boni Yayi, des débats de je sais pas, UP, BR. Sortons des chiffons, en fait, de politicaillerie, mais allons sur l'essentiel. Qu'est-ce que nous avons pour le développement national? Qu'est-ce que réellement la presse peut amener les experts à proposer? Qu'est-ce que la presse peut amener à découvrir? Racontons des histoires, les histoires de nos vies, les histoires de nos communautés, pour que effectivement le décideur politique qui arrive comprenne les enjeux, sache exactement là où il y a l'intérêt des populations et puisse aller dans ce sens. C'est de cela qu'il s'agit en fait. En dehors d'avoir évité, j'appelle ça un évitement, d'avoir évité de creuser vraiment les sujets et de se contenter de relayer, quelles sont les autres violations que vous avez constatées alors? Oui, nous avons un péché mignon, c'est la diffamation. C'est revenu alors? Oui, largement. Vous voyez des gens qui s'attaquent par presse imposée, où vous avez donc des insultes vraiment flagrantes. Et j'ai coutume à dire quand même que chez nous en Afrique et chez nous au Bénin, on n'insulte pas l'aîné, et encore moins en public. Et donc déjà, de façon traditionnelle, nous avons une certaine éducation qui devrait nous amener à de la circonspection et à creuser déjà ce que nous mettons en place. Mais vous avez des accusations gratuites, vous avez des gens qui peuvent se lever le matin et trouver que le candidat X ou Y est mauvais, il est ci, etc. Donc des questions vraiment liées, je vais dire, à la face. C'est le phénomène et non le noumen. Il faut aller vers le noumen pour qu'on sache exactement de quoi il est question et comment est-ce que... Vous voyez, nous, en autorégulation, nous ne pouvons pas nous cacher la face, nous pouvons nous voiler la face. On ne cache pas sa nudité à une douche, à moins de ne vouloir se laver. Et donc, fondamentalement, c'est ce qui nous a manqué. L'autre chose, c'est la désinformation.
Et nous avons longtemps travaillé sur ces questions-là pour dire que aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres de l'information, que ce soit la FIMI, l'ingérence étrangère, que ce soit la géopolitique. Les enjeux sont diversifiés. Et donc, il faut que le média prenne du recul et aille véritablement vers le fact-checking, arriver à vérifier les informations, à les sourcer, à vérifier. Pas parce que Canal 3 a dit ou parce que la SRTB a dit que moi, en tant que média privé, je relais systématiquement sans aller au fond. Donc, nous avons également ce gros risque aujourd'hui où nous colportons ce que j'appelle les informations émergentes de rue, les rumeurs. Jusqu'à ce point, en tout cas. Pour la présidentielle, vous avez conçu et édité un guide du journaliste en période électorale. Est-ce que cela n'était pas venu un peu trop tard? Il fallait mettre ça peut-être avant même les législatives. Non, vous savez, le guide électoral n'est qu'un complément des outils ou de l'armada que nous avons mis en place. Et le guide électoral n'est pas complètement excentré donc, du code de déontologie, ce qui est la base que nous avons diffusé largement avant janvier, et que nous avons diffusé à partir de février également, et que nous continuons de diffuser. Mais le guide électoral est venu préciser. Parce que vous voyez, les enjeux présidentiels sont énormes. Et donc, il fallait réellement donner des outils concrets aux journalistes, les amener à se rappeler vraiment les principes de base. Et c'est ce que nous avons fait à travers ce guide-là, où ce guide a rappelé vraiment nos comportements, qu'est-ce que nous devons faire, comment est-ce que nous pouvons avancer véritablement sur la qualité de l'information. Nous, notre souci a toujours été de relever le niveau de la presse béninoise, que nous puissions avoir des journalistes capables donc d'objecter, de commenter, d'apporter de l'information crédible. Et c'est ce que nous avons fait à travers ce guide-là. Les questions de sécurité, identifiez-vous. Vous voyez par le passé des journalistes qui abordent des casquettes de partis politiques, qui sont dans des t-shirts de partis politiques sur des reportages, bon, etc. Non. Vous êtes journaliste, ayez votre gilet de presse, votre badge de presse, on a rappelé tout ça. On est allé plus loin sur les questions de la santé. Vous avez besoin d'être smart, sportif, debout. Donc, préparez-vous, mangez sain, essayez donc d'être à la pointe de la santé, ménagez-vous, on a dit tout ça. On a parlé de la question de la sécurité numérique des informations, parce que les hackers peuvent rentrer dans votre dossier et peuvent aller chercher ce que vous fouillez. Donc, on a dit protégez-vous avec les VPN, protégez-vous avec la sécurisation de votre matériel, ne traînez pas partout. Pour que, donc, vous voyez, ça a été des rappels de routine, mais qui avaient tout leur sens à côté donc des enjeux de cohésion nationale, de paix, de stabilité dont nous avons besoin actuellement. On a reproché aux médias peut-être certaines dérives à l'occasion, mais dans le fond, ils ont eu à faire face certainement à des difficultés. Oui, évidemment, nous avons une grosse difficulté et que nous n'avons pas manqué de relever tout le temps, c'est l'accès à l'information. Vous avez des personnes ressources qui n'aiment pas parler, qui ne veulent pas vraiment s'exprimer. Oui, mais le contexte, il est délicat. Le contexte est délicat, mais on ne demande pas aux gens d'insulter les autres, on demande aux gens d'apporter l'éclairage nécessaire pour nos dossiers. Et donc, je pense que les cadres doivent commencer à s'approprier la loi sur l'information et savoir que l'information est un droit du citoyen. Est-ce que c'est eux ou c'est plutôt les journalistes eux-mêmes qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut mener des démarches pour obtenir justement les informations? Non, c'est dans les deux sens. Je pense que déjà, nous sensibilisons largement au niveau des journalistes sur l'importance de s'approprier cette loi et surtout de connaître la démarche pour obliger donc l'administration à laisser des informations, à partager. Mais également, il faut que les cadres, même si le contexte il est délicat, que les cadres puissent connaître la loi et savoir que le journaliste vit d'information, il est un spécialiste de l'information et donc il a besoin de la vraie information. En fait, l'absence de l'information crée un vide et donc crée la mésinformation et la désinformation, crée, si vous voulez, l'invention de l'information. La confusion. Et donc, il faut que nous puissions avoir des sources crédibles et que les personnes qualifiées, donc les personnes profils, puissent accepter de dire le nécessaire. Sur le technique, au moins. Sur le politique, politiquement correct, ils peuvent toujours avoir leur langage. Mais au moins sur le technique, qu'on apporte l'information au public, c'est un droit du citoyen d'avoir l'information. Voilà. Donc, difficulté d'accès à l'information. Je crois que c'est une rengaine, hein? C'est depuis la naissance des médias. Bon, ça c'est vrai, mais plus maintenant que par le passé. On a quand même noté que il y a plus de fermeture aujourd'hui. Les gens s'auto-censurent.
Que ce soit au niveau de la presse, qu'au niveau de l'administration, même quand le chef ne demande pas autant, vous voyez les gens, non, moi je ne parle pas. Non, moi je ne vais pas sur ce terrain, etc. Je ne sais pas ce qui fait si tant peur pour que de façon professionnelle, on ne puisse aborder les questions en fait dans la simplicité des faits tels que on peut les présenter. Voilà un peu. Aujourd'hui, ma foi, les élections sont terminées. Je parlais que vous avez fait attention, au-delà des prestations des médias, à ce qui a été dit, au contenu des messages des différents candidats. Est-ce que vous avez eu l'impression que eux, qu'ils soient candidats au communal, au législatif ou bien à la présidentielle, qu'ils ont fait attention à ce que deviendra la presse au moins? Ces 10 dernières années, on n'a pas été une priorité. Oui, je pense que, non, je l'ai suffisamment dit aux médias et aux journalistes, nous n'avons pas encore suffisamment fait de bruit nous-mêmes pour que nous puissions nous faire entendre. Ah oui? Pourtant, nous émettons, nous écrivons. Oui, parce que vous passez le temps à relayer les écrits et les discours des autres. Mais de nous-mêmes, je ne sais pas combien de plateaux médias vous organisez réellement dans la semaine. Et j'ai demandé pendant nos sorties, j'ai largement appelé les organes à ouvrir vraiment des espaces pour la question sur le développement des médias. C'est important en fait. Parce que nous avons trop de plateaux consacrés justement à relayer peut-être les couvertures et les fermetures d'ateliers. Mais dites-moi, combien de fois vous avez déjà organisé un plateau sur le financement des médias, sur le patronat de la presse, sur la question donc de l'indépendance médiatique au Bénin? C'est de ça qu'il est question. Il faut que nos plateaux s'ouvrent pour que le dirigeant qui arrive comprenne que, attention, oui, comme il a vu, la presse a contribué énormément à diffuser les informations, à partager, que ce soit en langue. Je ne pense pas que au-delà de la presse, il y ait meilleure vulgarisation vraiment des thèmes qui ont été abordés. Et donc, de la même manière, il faut préserver une certaine qualité de la presse. Et donc, la question du financement de la presse, du financement public, la question de la fiscalité de la presse, c'est des questions qui touchent à l'indépendance même de l'information. Or, l'indépendance de l'information nous permet tous de structurer le développement. Ah oui? Bien sûr. Un média un peu trop indépendant, c'est un danger pour le pouvoir public, c'est un danger pour le pouvoir politique. En fait, le politique a besoin de dormir, il n'a pas besoin d'un média qui fait beaucoup de bruit comme vous demandez. Ça me fait rire parce que en fait, c'est tout le contraire. Ah oui? Oui, quand vous encouragez une certaine pègre où les gens peuvent penser que du matin au soir, ils peuvent se lever et insulter les vis-à-vis parce que le politique lui a donné de l'argent la nuit ou dans un couloir occulte, etc. Oui, quand vous pensez que ce type de médias ou ce type de promotion de médias vous permet d'aller au développement, vous sécurise, c'est tout bête parce que en fait, c'est limiter la capacité en fait de sensibilisation, la capacité d'intervention du média. D'éducation. Oui, d'éducation du média. Le média est totalement au-delà de ses prébendes, totalement. Et ça, c'est des fonctions complètement secondaires du média. Le média, il est celui qui est capable donc d'apporter le développement sur la question du paludisme, sur la santé, informer la femme enceinte sur la nécessité donc d'allaiter pendant 6 mois, etc. Le média est celui qui peut sortir du français et ramener en langue nationale pour nos 65% d'analphabètes au Bénin. Donc l'importance des informations sur la fiscalité, l'importance de payer ses impôts, l'importance donc d'aller de scolariser ses enfants, etc. C'est ça le média. Et donc, on ne peut pas limiter le média à ces petites questions que vous évoquez où le politique pense qu'il est tranquille lorsque le média est isolé ou bien complètement bâillonné. Non, il faut donner de la liberté, il faut financer les médias. Et que le patronat de la presse trouve également des ressources pour soutenir. Et justement... Le contexte, il est assez difficile quand on regarde vers le patronat. Le contexte, il est difficile. D'ailleurs, 10 ans sans subvention, avec, je dois dire, un contexte économique révisé, une fiscalité qui est ce qu'elle est, vous l'aviez souligné tout à l'heure. Dans ce cas, le patronat a le dos au mur. Oui, je serais très intéressé de voir sur un plateau qu'on aborde justement cette question pour dire, mais comment vous faites, patron de presse, pour que ça tienne? Quels sont les problèmes? Oui, allons-y, c'est de ça que je parle. Posons les débats nous-mêmes, essayons de réfléchir pour voir jusqu'à quand
on restera dans une certaine léthargie avec une presse complètement esselée, une presse qui n'a pas de ressources et une presse qui ne peut pas travailler, évidemment, avec ces conditions. Est-ce que les candidats ont parlé de nous, si nous-mêmes ne l'avions pas fait? Est-ce que vous avez entendu des candidats parler de nous? Vous voyez, c'est ça ce que je dis souvent. Nous ne sommes pas allés au-delà des tests que les gens nous ont proposés. Oui, il y a eu des lignes, je vais le dire ainsi, qui ont dit des choses, mais de façon profonde. On ne sait pas ce qui est derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces lignes? Et c'est pour ça que ces débats de fond nous auraient permis justement de mieux comprendre la pensée des candidats et de voir qu'est-ce qu'ils proposent. Mais à défaut, nous avons le temps, nous avons l'occasion d'en parler et de dire voici en fait là où il faut aller. Aujourd'hui, il faut forcément que cette fiscalité spécifique, que ce management des médias soit remis au cœur, au goût du jour et qu'on puisse en débattre. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous voulons de notre presse? Comment est-ce que nous la voulons? Nous-mêmes déjà à l'interne, parce qu'à l'interne, il faut se dire, quand je prends ma valise ou mon sac et que je suis patron de presse parce que j'ai un article à publier pour un cousin ministre ou un député parent, ben c'est fini, je suis patron de presse. Ah non, c'est une entreprise. Comment est-ce que toi-même tu mobilises les ressources? Comment tu t'organises? Est-ce que les patrons de presse sont assez formés pour aller chercher des ressources? Posons les débats et allons-y. Comment est-ce que nous mobilisons les ressources? Et ensuite, comment est-ce que le pouvoir aide à mobiliser donc des ressources pour une certaine indépendance? Parce que l'indépendance de l'information aide énormément le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la presse à avoir les moyens de sa politique pour avancer. Désormais, on a un nouveau régime qui s'annonce et qui est attendu le mois prochain pour prendre en tout cas la relève à celui de Patrice Talon. Quelles doivent être ses priorités? Oui, pour nous, tout de suite, il faut que les médias soient logés à une très bonne enseigne. Parce que pour nous, il n'y a pas de développement réel démocratique sans une information crédible. L'information qui permet aux décideurs de prendre les meilleures décisions pour la communauté. Quand vous êtes président de la République, quand vous êtes dirigeant, vous êtes député, etc., en réalité, vous travaillez pour le peuple. Et donc, vous travaillez forcément pour le bien-être de vos communautés. Mais comment est-ce que vous pouvez travailler sans la bonne information? Et c'est ça le rôle de la presse. Et donc, je pense que la presse doit rester dans ce maillon central de la décision ou du gouvernement qui arrive. Ce maillon central en termes de priorité, en termes de formation continue, en termes de financement et en termes de structuration et d'organisation. Il faut amener les acteurs des médias à mieux s'organiser, à être davantage indépendants et surtout être professionnels. Qu'on ne raconte pas, comme je l'ai dit, des informations immédiates dans les journaux. Que réellement, on aille sur le terrain, qu'on fasse de l'investigation et qu'on apporte à travers nos médias de l'information capable d'influer la décision du développement. C'est de ça il s'agit. Et pour le faire, il faut structurer la presse. Et je pense que le président qui aura compris que la presse reste la clé de voûte de notre développement aura tout compris parce qu'il aura un meilleur accompagnement. Il aura une qualité de presse qui lui apportera de l'information crédible, mais surtout de l'information populaire, si on peut le dire ainsi. Et ces informations impacteront ses décisions. Évidemment, ces décisions vont réjouir le peuple qui s'en trouvera mieux. Et ce ne sera qu'à son bénéfice. Et c'est de cela qu'il s'agit. Elrich Vital Arotondi, merci d'être venu sur mon plateau. Merci beaucoup à vous. Vous êtes président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause, notamment publicitaire. Je vais revenir par ici avec les débatteurs pour évoquer notre sujet de débat de ce matin. Je rappelle que cela va porter sur le message de Boni Aï sur sa page Facebook à Romuald Wadaï en tant que président nouvellement élu. L'homme, son aîné, a adressé donc ces mots à celui qui va certainement prendre le gouvernail du Bénin à partir de la fin du mois de mai prochain. On fait la pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail
au crc@dgpr.bj. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, voici donc nos moments de discussion. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck, bonjour. Bonjour. Merci d'être passé par ici pour évoquer un peu le message de Boni Yayi à l'endroit de Romualdo Wadayi. Cela n'était pas vraiment attendu au regard du silence dans lequel s'était enfermé l'ancien président. On l'a même pas vu, en tout cas, c'est pas si j'ai manqué un bout de l'actualité. On l'a même pas vu ce dimanche-là aller accomplir son devoir civique. Puis voilà, voici un message qui félicite son lointain successeur, Franck. C'était aussi une surprise pour vous? Oui et non. Une surprise parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas vu Boni Yayi véritablement s'impliquer dans le processus électoral. On ne l'a pas vu sortir ce 12 avril. Peut-être qu'il a fait loin des caméras et des micros, on ne sait pas, mais on ne s'y attendait pas du tout. Pas de surprise parce que avant cela, vous avez vu Boni Yayi poser un certain nombre de dates lorsque, par exemple, il se retire de la tête du parti Les Démocrates, c'est-à-dire qu'il adoptait déjà une posture un peu neutre pour se mettre au service de la République, pour faire autrement, jouer sa partition autrement au sein de la République. Donc pour moi, c'est une surprise et ça ne l'est pas en même temps. Je dois avouer que l'acte que Boni Yayi a posé, lorsque vous le prenez dans sa globalité, c'est un acte républicain que tout le monde devrait poser lorsque vous voulez l'évolution, le développement de votre nation. Et en tant qu'ancien président de la République, il sait comment ça se passe, il connaît les rouages du pouvoir et il sait que celui-là qui est élu a désormais, disons, les cartes en main, que c'est lui qui va
véritablement fait le jeu. C'est de l'élégance tout simplement. Moi, oui, mais en quoi est-ce que c'était une contrainte ou une obligation de féliciter quelqu'un qui est élu? Il est élu, la nation l'a reconnu, les institutions qui proclament les résultats ont proclamé qu'il est élu. La vie continue, on n'a pas besoin de félicitations, non? On pourrait également dire, poser la question dans l'autre sens. Pourquoi ne devrait-il pas féliciter? C'est un fils du Bénin et un autre fils du Bénin a eu la chance d'être élu. Et il connaît un peu comment ça se passe lorsque dans 12 millions de Béninois, c'est celui-là qui a été choisi pour être le premier citoyen, celui-là qui doit diriger le pays pendant 7 ans. Il sait comment ça se passe et il connaît un peu les implications. Donc en le félicitant, c'est en quelque sorte pour donner sa caution. Écoutez, il est élu maintenant. Les querelles domestiques, les querelles que nous entretenons et tout, nous devons faire, puisque lui-même il a dit, je me rappelle lors de sa réélection en 2011, il dit les élections sont terminées, nous devons maintenant nous mettre ensemble. Je pense que c'est cela qu'il a traduit un peu dans les actes. C'est aussi diplomatique, nous le verrons peut-être par la suite. Qu'est-ce que vous avez compris, Eric, de cette portion? Je vous adresse mes félicitations paternelles et républicaines. Républicaine, pardon. Oui, enfin, on sait que l'ancien président Boniaï s'est toujours positionné comme un père de la nation. Donc, adresser ce message avec un cet accent sur la paternité, eh bien, ça lui ressemble fort bien. Je voudrais justement revenir sur cet aspect. Nous savons que l'ancien président Boniaï, quand il sort, il ne passe pas inaperçu. Donc, si le dimanche 12 avril dernier, il avait vraiment sacrifié à cette tradition pour les citoyens de voter, on l'aurait su de toutes les façons. Il y aurait une photo justement de lui qui aurait circulé quand même. On parle de Boniaï, on connaît sa popularité justement. Et donc, je pense que c'est sans doute la posture de l'homme que nous avions remarqué depuis quelques semaines, qui s'est un peu retiré de pratiquement de tout. Maintenant, quand on n'a pas participé, je dirais, de façon active à un processus électoral et qu'arrive le moment de féliciter et qu'on finit par le faire, cela pourra interroger sur les réelles motivations d'un tel acte, d'une telle démarche, au-delà du caractère paternel qu'il relève dans ce message. Il y a le caractère républicain. Et nous savons que c'est de tradition qu'à l'issue d'une élection présidentielle, que ce soit ici ou ailleurs, celui qui est élu reçoit des félicitations. Donc ce n'est pas une invention à la béninoise. Je pense que pour lui-même, pour avoir été élu 2 fois à la tête de notre pays, il a sans doute reçu des félicitations justement à l'issue de ces scrutins. Donc je pense qu'il a sacrifié une tradition qui est très connue. D'autres l'ont devancé en la matière parce qu'on avait déjà commencé par avoir des messages de félicitations, voilà, d'ici et d'ailleurs d'un peu partout. Et on se posait bien la question, est-ce que ça va arriver ou pas? Bon, c'est arrivé. Je pense que cela a été salué pour avoir lu quelques commentaires sur sa page Facebook. Cela a été salué. C'est dit que quand bien même il s'est retiré, les gens ne l'ont pas oublié et que justement à la publication de ce message, il a sans doute réveillé la sympathie de pas mal de nos concitoyens. Allez, il a par ailleurs réitéré les réclamations de son ancien parti politique, à savoir la libération des détenus politiques, le retour des exilés francs. Il n'a pas oublié, ma foi, je dois dire, ces vieux messages. Il ne l'a pas oublié, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de diplomatie. Boniaï, c'est un homme politique et il connaît ce qu'il faut faire lorsque vous voulez obtenir quelque chose d'un acteur politique. Vous voyez, il est parti, il s'est positionné en père, il a réclamé son droit d'aînesse. Ensuite, il a félicité pour montrer que, bon, il est républicain. Ensuite, il a posé les problèmes. C'est très stratégique et c'est très réfléchi. Alors, c'est pour dire, écoutez, les querelles que nous avons connues, les dissensions que nous avons connues, c'est désormais du passé. Je reviens, je suis là, je te félicite,
j'approuve le choix du peuple. Maintenant, j'ai des préoccupations. Voilà, un enfant qui vient vers vous, ou bien une personne qui vient vers vous, qui adopte cette posture, même si vous n'avez pas l'intention de céder, vous allez quand même commencer par étudier. Et voilà pourquoi il a égrené maintenant le chapelet des revendications traditionnelles qu'on leur connaît. Quand il était à la tête du parti Les Démocrates, c'est-à-dire le retour des exilés, la libération des prisonniers en griffe politique, parce que le mot n'est pas partagé de l'autre côté, c'est là la grosse difficulté. Et également, il parle de dialogue. Les gens ont dit, les dialogues, il n'y en a pas, enfin, ça n'a pas manqué sous monsieur. Nous avons organisé des dialogues à l'issue de l'élection de 2019 et peut-être de 2021, je ne me rappelle plus trop, et que si dialogue devait avoir, c'est qu'on parle de blocage et tout, la République évolue, mais lui, il insiste sur le dialogue. Je pense que c'est vraiment stratégique et Boni Yayi est en train de jouer à l'âne pour avoir le foin. Et c'est bien normal parce que ça va décrisper, j'y arrive, davantage l'atmosphère politique et ça ne va avantager que le nouveau président qui est élu. Donc je pense que ce n'est pas mauvais l'option que Boni Yayi a prise. Ulrich, bonjour. On parle de Boni Yayi et de son message à l'adresse de Romualdo Wadayi. Il a félicité celui qui a été élu au terme de la consultation du 12 avril passé. Il lui a proposé quelques rappels, notamment pour le travail qu'il a à faire pour le retour des exilés et la libération des détenus politiques. Réclamation faite avec insistance sous la présidence Talon qui n'a jamais eu gain de cause. Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui de voir un peu ce vœu-là s'exaucer sous Romualdo Wadayi quand on voit un peu le contexte et comment les événements se déroulent? Des chances bien malin, qui pourra le dire. Le plus important déjà, la doléance reste forte parce que déjà vous voyez quand il commence déjà par féliciter le nouveau président de la République, cela y va déjà de la galanterie républicaine. Et le second aspect, c'est que ça prouve aussi la vitalité de la démocratie béninoise. Qu'un ancien président de la République félicite le tout nouveau élu, je pense que c'est une image formidable, même si Boni Yayi pendant longtemps n'a pas partagé les mêmes idéaux que le prédécesseur de celui qui vient d'être élu, je veux nommer Patrice Talon. On a senti pendant longtemps une boucle autour de deux personnes, une bipolarité démocratique entre Boni Yayi et Patrice Talon de 2011 jusqu'à 2026. Vous l'avez vu, vous l'avez certainement constaté pendant longtemps. Aujourd'hui, on sent que cette bipolarisation est en train de s'effriter pour laisser place à une nouvelle ère. Et Boni Yayi, ici, à travers son message, en profite pour justement renouveler ses demandes, renouveler ses doléances, renouveler ses préoccupations, faire en sorte que le nouvel élu, même si c'est le dauphin de celui avec qui il ne s'était pas entendu pendant longtemps, et qui incarne, qu'on le veuille ou non, un changement de cette bipolarisation que nous avons connue depuis 2011. C'est une manière pour lui de dire, nous avons des problèmes, vous connaissez les problèmes que nous avons, nous allons ensemble faire en sorte que les fils et filles de ce pays finissent par se donner la main. Ceux-là qui sont des exilés politiques, parce que effectivement, quand l'opposition pendant longtemps a parlé d'exilés politiques, mais la mouvance a toujours dit qu'il y a des prisonniers politiques, mais qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Les exilés politiques, ils estiment que certains ont fui le pays et qu'ils ne veulent pas revenir. Donc, ils ne sont pas en réalité des exilés politiques, mais dans le camp de l'opposition, ce n'est pas la même langue. On estime que c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien ou qu'ils sont inquiets qu'ils sont allés à l'extérieur. Donc, au-delà de tout, Boni Yayi affirme déjà qu'il y a des problèmes que nous devons régler pour permettre aux fils et filles de ce pays. Mais aussi, n'oublions pas un aspect, avant même les élections, le fils de ce président, de cet ancien président de la République, qui était membre de son parti politique, les démocrates, a démissionné, puis a soutenu le candidat qui est devenu maintenant le président élu de la République du Bénin. Je pense que c'est aussi une manière de corroborer la position de son fils, de faire en sorte de dire, oui, nous étions de l'opposition, mais aujourd'hui, mon fils est avec vous, alors faisons ensemble le travail. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de messages à déceler à travers ce petit post. Eric? Je pense qu'il a fait d'une pierre deux coups, saisissant l'occasion de féliciter le président élu. Yayi Boni en a profité pour partager avec ce DD ce qui fait lui sa préoccupation.
de tous les jours, parce que le langage n'a pas varié, les mots utilisés en termes de préoccupation, nous les connaissons, et je pense que ce ne sont pas des situations qui échappent à la conscience ou à la connaissance du président élu, parce que je me rappelle, alors qu'il était candidat et que Jeune Afrique l'avait interrogé sur ces questions, il a estimé qu'il ne voulait pas faire sa campagne électorale sur des polémiques et que ce sont des sujets sensibles qui trouveront le cadre de discussion en son temps. Donc je pense que autant Bouniaï le dit, le rappelle, autant le président élu a conscience de ce que cela devrait faire partie de ses chantiers. Parce que quand vous héritez d'une gouvernance ou d'un État, eh bien on l'hérite en entier, justement. Donc, et peut-être que de l'autre côté, on a peut-être une autre façon de gérer ou de penser vouloir s'occuper de ces questions que plutôt de les évoquer dans je dirais, dans un espace public plus large, voilà, un peu comme Yaïbo nous avait habitués. Donc, il nous faut peut-être espérer voir quelle sera la conduite du président élu sur ces chantiers-là. Parce que, justement, un pays ne vit pas seulement que des infrastructures. Il y a bien aussi des questions de gouvernance morale, éthique, et qui sont des valeurs dans une démocratie. Donc, on entend bien ce que dit l'ancien président Boni Yahi, qui est en même temps, je dirais, une forme de liste tressée au prochain président, et qui devra sans doute garder à l'esprit que c'est des questions qui sont là et qui nécessitent toute son attention. 8h57 à Cotonou. Chers messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là depuis 7 heures. Je vous souhaite passer une très bonne journée. N'oubliez surtout pas, Canal 3, c'est votre référence, la bonne source de l'information. Si vous avez besoin justement d'avoir une idée de ce qui se passe ici et ailleurs, vous avez la référence. Restez toujours fidèles. Merci et très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À en croire Décryptage Info, l'arrestation de Kémy Séba en Afrique du Sud ouvre un nouveau chapitre judiciaire aux implications internationales. Face à la presse, le procureur spécial de la Criette, Mario Elomna Meton, a levé un point de voile sur la procédure engagée par le Bénin. Entre mandat d'arrêt, demande d'arrestation provisoire et perspective d'extradition, Cotonou active les leviers de la coopération judiciaire internationale. Pour Fraternité, l'activiste béninois fait également l'objet de poursuites sérieuses dans son pays d'origine. 2 mandats ont été émis par la Criette contre l'intéressé. Le premier, daté de juin 2025, concerne des faits de blanchiment de capitaux. Le second, de décembre 2025, porte sur l'apologie de crimes et l'incitation à la haine. Les autorités béninoises ont officiellement sollicité son placement en détention provisoire auprès de la justice sud-africaine. Une demande formelle d'extradition est en cours de préparation. Elle s'appuie sur les conventions internationales liant le Bénin et l'Afrique du Sud. Le procureur a salué le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines, précisant que la suite du dossier restait strictement judiciaire et diplomatique. Dans la foulée, rapporte le matinal, l'avocat de Kémy Séba révèle que son client a demandé l'asile politique à Pretoria après sa comparution. Une demande qui suscite moult interrogations quand on sait que l'homme se prévaut d'un passeport diplomatique nigérien en vertu duquel il lui est loisible de s'établir dans ce pays. Beaucoup d'observateurs se demandent pourquoi c'est maintenant que Kémy Séba demande l'asile en Afrique du Sud, un pays où il s'est établi depuis plusieurs mois. Le Niger, les pays de l'AES et la Russie ne seraient-ils plus des asiles sûrs pour l'influenceur panafricaniste? Pourquoi c'est après son interpellation et s'être retrouvé dos au mur qu'il a formulé sa demande d'asile?
en attendant la formalisation et la transmission officielle de la demande d'extradition, indique la nation, Stelio Gilles Rebecca Kochichi reste détenu en Afrique du Sud. Son sort dépendra désormais de l'issue de la procédure engagée par le Bénin après son examen par les juridictions sud-africaines compétentes. Le dossier à la croisée des enjeux judiciaires continue de retenir l'attention. Et puis, pointe fraternité, le décret fixant le nouvel ordre de préséance en République du Bénin suscite interrogations et incompréhensions, en particulier la place désormais accordée au président du Sénat positionné devant le président de l'Assemblée nationale. Invité sur Canal 3, le professeur de droit constitutionnel Gilles Badé a apporté des éclairages sur cette réforme et ses implications institutionnelles. Pour Gilles Badé, cette nouvelle hiérarchie s'inscrit dans une logique classique des démocraties bicamérales. Le Sénat est la chambre haute, tandis que l'Assemblée nationale est la chambre basse. Il est fréquent que le président de la chambre haute prime sur celui de la chambre basse, explique-t-il. Mis à part cette distinction, le juriste met en avant le critère de la légitimité électorale cumulée. Le Sénat, récemment institué au Bénin, regroupe en son sein des personnalités ayant déjà exercé de hautes fonctions électives, notamment d'anciens présidents de la République et de l'Assemblée nationale. Matin Libre explique qu'avec le nouveau décret, le président de l'Assemblée nationale n'est plus en deuxième position, mais en sixième position. Il vient après le président de la République en exercice, première position, le président de la République élu et non encore en fonction, deuxième position, le vice-président de la République, grand chancelier des ordres nationaux en exercice, troisième position, le vice-président de la République élu, non encore en fonction, quatrième position, le président du Sénat, cinquième position. Le duo président-vice-président devant entrer en fonction le 24 mai prochain. Ces deux titres s'effacent dès cet instant. Au cas échéant, le président de l'Assemblée nationale remonte en quatrième position après le président de la République, le vice-président de la République, grand chancelier des ordres nationaux et le président du Sénat. L'examen du certificat de qualification métier rénové session d'avril 2026 a été officiellement lancé le lundi 20 avril au lycée technique et professionnel de Kondéou, informe la nation. Cette sixième édition de l'examen mobilise un total de 38 507 candidats, dont 22 914 filles réparties dans 126 métiers relevant des différentes branches de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.